L'identification de Sigmund Freud. La psychanalyse voit dans l'identification la première manifestation d'un attachement affectif à une autre personne. Cette identification joue un rôle important dans le complexe d'Œdipe, aux premières phases de sa formation. Le petit garçon manifeste un grand intérêt pour son père. Il voudrait devenir et être ce qu'il est, le remplacer à tous égards. Disons-le tranquillement, il fait de son père son idéal. Cette attitude à l'égard du père, ou de tout autre homme en général, n'a rien de passif ni de féminin. Elle est essentiellement masculine. Elle se concilie fort bien avec le complexe d'Œdipe qu'elle contribue à préparer. Simultanément à cette identification avec le père, ou un peu plus tard, le petit garçon a commencé à diriger vers sa mère ses désirs libidinaux. Il manifeste alors deux sortes d'attachements, psychologiquement différentes. Un attachement pour sa mère, comme pour un objet purement sexuel, et une identification avec le père, qu'il considère comme un modèle à imiter. Ces deux sentiments demeurent pendant quelque temps côte à côte sans influer l'un sur l'autre, sans se troubler réciproquement. Mais à mesure que la vie psychique tend à l'unification, ces sentiments se rapprochent l'un de l'autre, finissent par se rencontrer, et c'est de cette rencontre que résulte le complexe d'Œdipe normal. Le petit garçon s'aperçoit que le père lui barre le chemin vers la mère. Son identification avec le père prend de ce fait une teinte hostile et finit par se confondre avec le désir de remplacer le père, même auprès de la mère. L'identification est d'ailleurs ambivalente dès le début. Elle peut être orientée aussi bien vers l'expression de la tendresse que vers celle du désir de suppression. Elle se comporte comme un produit de la première phase, de la phase orale, de l'organisation de la libido, de la phase pendant laquelle on s'incorporerait l'objet désiré et apprécié en le mangeant, c'est-à-dire en le supprimant. On sait que le cannibale en est resté à cette phase. Il mange volontiers ses ennemis et il ne mange que ce qu'il aime. On perd facilement de vue le sort ultérieur de cette identification avec le père. Il peut arriver que le complexe d'Œdipe subisse une inversion, que le père, par suite d'une sorte de féminisation, devienne l'objet dont les tendances sexuelles attendent leur satisfaction. Dans ces cas, l'identification avec le père constitue la phase préliminaire de l'objectivation sexuelle du père. On peut en dire autant, mutatis mutandi, de la fille dans son attitude à l'égard de la mère. Il est facile d'exprimer dans une formule cette différence entre l'identification avec le père et l'attachement au père comme à un objet sexuel. Dans le premier cas, le père est ce qu'on voudrait être, dans le second, ce qu'on voudrait avoir. Dans le premier cas, c'est le sujet du moi qui est intéressé, dans le second, son objet. C'est pourquoi l'identification est possible avant tout choix d'objet. Il est beaucoup plus difficile de donner de cette différence une description métapsychologique concrète. Tout ce qu'on constate, c'est que le moi cherche à se rendre semblable à ce qu'il s'est proposé comme modèle. Dans un symptôme névrotique, l'identification se rattache à un ensemble plus complexe. La petite fille, dont nous allons nous occuper maintenant, contracte le même symptôme morbide que sa mère. Par exemple, une toux pénible. Ceci peut se produire de plusieurs manières différentes. Ou l'identification est la même que celle qui découle du complexe d'Œdipe, c'est-à-dire qu'elle signifie le désir hostile de prendre la place de la mère, auquel cas le symptôme exprime le penchant érotique pour le père. Ce symptôme réalise la substitution à la mère sous l'influence du sentiment de culpabilité. Tu voulais être la mère, tu l'es maintenant, par le fait du moins que tu éprouves la même souffrance qu'elle. C'est le mécanisme complet de la formation de symptômes hystériques. Ou bien le symptôme est le même que celui de la personne aimée. C'est ainsi que, dans le cas clinique de Dora, qui imite la toux du père, alors nous pouvons décrire la situation en disant que l'identification a pris la place du penchant érotique, que celui-ci s'est transformé par régression en une identification.
Nous savons déjà que l'identification représente la forme la plus primitive de l'attachement affectif. Dans les conditions qui président à la formation de symptômes et par conséquent au refoulement, sous l'influence aussi des mécanismes de l'inconscient, il arrive souvent que le choix d'objet libidinal cède de nouveau la place à l'identification. C'est-à-dire que le moi absorbe, pour ainsi dire, les propriétés de l'objet. Il est à noter que dans ces identifications, le moi copie tantôt la personne non aimée, tantôt la personne aimée. Et nous constatons que dans les deux cas, l'identification n'est que partielle, tout à fait limitée, que le moi se borne à emprunter à l'objet un seul de ses traits. Dans un troisième cas, particulièrement fréquent et significatif, de formation de symptômes, l'identification s'effectue en dehors et indépendamment de toute attitude libidinale à l'égard de la personne copiée. Lorsqu'une jeune élève de pensionnat reçoit de celui qu'elle aime en secret une lettre qui éveille sa jalousie et à laquelle elle réagit par une crise d'hystérie, quelques-unes de ses amies, au courant du fait, subiront, pour ainsi dire, la contagion psychique et auront une crise à leur tour. Le mécanisme auquel nous assistons ici est celui de l'identification, rendu possible par l'aptitude à se mettre dans une certaine situation ou par la volonté de s'y mettre. Les autres peuvent également avoir une intrigue amoureuse secrète et sous l'influence du sentiment de leur culpabilité, accepter la souffrance que cette faute comporte. Mais il serait inexact d'affirmer que c'est par sympathie qu'elles s'assimilent le symptôme de leur ami. Au contraire, la sympathie naît seulement de l'identification, et nous en avons la preuve dans le fait qu'une contagion ou imitation de ce genre se produit également dans des cas où il existe entre deux personnes données moins de sympathie encore qu'entre des amis de pension. L'un des moi a perçu dans l'autre une importante analogie sur un certain point. Dans notre cas, il s'agit d'un degré de sentimentalité également prononcé. Il se produit aussitôt une identification portant sur ce point, et sous l'influence de la situation pathogène, cette identification aboutit au symptôme qui s'est manifesté chez le moi imité. L'identification par le symptôme fournit ainsi l'identification du point de rencontre des deux moi, point de rencontre qui devrait, au fond, rester réprimé. Ce que nous venons d'apprendre de ces trois sources peut être résumé ainsi. Premièrement, l'identification constitue la forme la plus primitive de l'attachement affectif à un objet. Deuxièmement, à la suite d'une transformation régressive, elle prend la place d'un attachement libidinal à un objet, et cela par une sorte d'introduction de l'objet dans le moi. Troisièmement, l'identification peut avoir lieu chaque fois qu'une personne se découvre un trait qui lui est commun avec une autre personne, sans que celle-ci soit pour elle un objet de désir libidineux. Plus les traits communs sont importants et nombreux, et plus l'identification sera complète et correspondra ainsi au début d'un nouvel attachement. Nous entrevoyons déjà que l'attachement réciproque qui existe entre les individus composant une foule doit résulter d'une identification pareille, fondée sur une communauté affective. Et nous pouvons supposer que cette communauté affective est constituée par la nature du lien qui rattache chaque État au chef. Nous nous rendons en outre compte que nous sommes loin d'avoir épuisé le problème de l'identification, que nous nous trouvons en présence du processus connu en psychologie sous le nom de assimilation des sentiments d'autrui, et qui joue un très grand rôle grâce aux possibilités qu'il nous ouvre de pénétrer l'âme de personnes étrangères à notre moi. Voulant toutefois nous borner aux effets affectifs immédiats de l'identification, nous laisserons de côté l'importance qu'elle présente pour notre vie intellectuelle. La recherche psychanalytique, qui à l'occasion s'est occupée également des problèmes plus difficiles se rattachant aux psychoses, a pu constater l'existence de l'identification dans certains autres cas dont l'interprétation est loin d'être facile. Je citerai en détail, en vue de nos réflexions ultérieures, 2 de ces cas. La genèse de l'homosexualité masculine,
est le plus souvent la suivante. Le jeune homme est resté très longtemps et d'une manière très intense fixé à sa mère, au sens du complexe d'Oedipe. La puberté, une fois atteinte, arrive le moment où le jeune homme doit échanger sa mère contre un autre objet sexuel. Il se produit alors un changement d'orientation subit. Au lieu de renoncer à sa mère, il s'identifie à elle, se transforme en elle et recherche des objets susceptibles de remplacer son propre moi et qu'il puisse aimer et soigner comme il a été aimé et soigné par sa mère. C'est là un processus dont on peut constater la réalité aussi souvent qu'on le voudra et qui est naturellement tout à fait indépendant de l'hypothèse qu'on pourrait formuler concernant les raisons et les motifs de cette subite transformation. Ce qui frappe dans cette identification, c'est son ampleur, sous un rapport des plus importants, au point de vue du caractère sexuel notamment. L'individu subit une transformation d'après le modèle de la personne qui lui avait servi jusqu'alors d'objet libidinal. Cet objet lui-même est alors abandonné, au tout à fait ou seulement, en ce sens qu'il demeure conservé dans l'inconscient. C'est là d'ailleurs un point qui ne rentre pas dans notre discussion. Le remplacement par l'identification avec lui de l'objet abandonné et perdu, l'introjection de l'objet dans le moi, tous ces faits ne sont plus pour nous des nouveautés. Dans certaines occasions, ce processus peut être observé directement chez l'enfant. Dans l'international Zeitschrift für Psychanalyse, apparut l'observation d'un enfant qui, ayant eu le malheur de perdre un petit chat, déclara tout à coup qu'il était lui-même ce petit chat. Il se mit à marcher à quatre pattes, il ne voulait plus manger à table. Un autre exemple d'introjection de l'objet nous a été fourni par l'analyse de la mélancolie, affection déterminée le plus souvent par la perte réelle ou affective d'un objet aimé. Ce qui caractérise principalement ces cas, c'est la cruelle auto-humiliation du moi. Le malade s'accable lui-même de critiques impitoyables et des plus amers reproches. L'analyse a montré que ces reproches et ces critiques s'adressent, à proprement parler, à l'objet et expriment la vengeance exercée par le moi sur cet objet. L'ombre de l'objet s'est projetée sur le moi. Ai-je dit ailleurs? L'introjection de l'objet est ici d'une netteté remarquable. Mais ces mélancolies nous révèlent encore d'autres détails qui peuvent avoir de l'importance pour nos considérations ultérieures. Elles nous montrent le moi divisé, partagé en deux parties dont l'une s'acharne contre l'autre. Cette autre partie est celle qui a été transformée par l'introjection, celle qui renferme l'objet perdu. Mais la partie qui se montre si cruelle à l'égard de sa voisine ne nous est pas inconnue non plus. Cette partie représente la voix de la conscience, l'instance critique du moi. Tout en se manifestant même en temps normal, elle ne se montre jamais aussi impitoyable et aussi injuste. Déjà précédemment, à propos du narcissisme, de la tristesse et de la mélancolie, nous avons été obligés d'admettre la formation au sein du moi d'une pareille instance, susceptible de se séparer de l'autre moi et d'entrer en conflit avec lui. Nous lui avons donné le nom d'idéal du moi, et nous lui avons assigné pour fonction l'observation de soi-même, la conscience morale, la censure des rêves et le rôle décisif dans le processus du refoulement. Nous disions alors que cet idéal du moi était l'héritier du narcissisme, dans lequel le moi infantile se suffisait à lui-même. Peu à peu, il emprunte aux influences du milieu toutes les exigences que celui-ci pose au moi, et auxquelles le moi n'est pas toujours capable de satisfaire, afin que dans les cas où l'homme croit avoir des raisons d'être mécontent de lui-même, il n'en puisse pas moins trouver sa satisfaction dans le moi idéal qui s'est différencié du moi tout court. Nous avons établi, en outre, que dans le délire d'auto-observation, il est possible de saisir sur le vif la décomposition de cette instance et de faire remonter ses origines aux influences des autorités et avant tout à celles des parents. Mais nous n'avons pas oublié d'ajouter que la distance qui sépare ce moi idéal du moi réel varie d'un individu à l'autre et que chez beaucoup de personnes, cette différenciation au sein du moi n'a pas dépassé le degré qu'elle présente chez l'enfant.
Mais avant de pouvoir utiliser tous ces matériaux pour l'explication de l'organisation libidinale d'une foule, nous devons considérer quelques autres rapports réciproques entre l'objet et le moi.